Bonsoir, je ne suis toujours pas Julien Bitoun, mais vous êtes toujours sur Palf. Et aujourd'hui, on parle des produits TuneNotes. Donc, aujourd'hui, on parle des produits TuneNotes. Ouais. Donc, les copains français. D'ailleurs, il y a une surprise qui vous attend dans la vidéo. Restez en ligne. Une surprise de belle taille. De belle taille. Ouais, une surprise de belle taille. Une surprise, voilà, Ouais. une taille tout à fait respectable. Voilà, il va se passer quelque chose. Il va se passer un truc. Là, tu sais, on vend du rêve, mais il va rien se passer, en fait. Non, ça va être tout claqué, ils vont pas aimer. C'est une équipe française qui est spécialisée dans le développement de prises son silencieuses. Ouais, c'est ça. Ça parle pas à tout le monde, la prise son silencieuse. On va un peu présenter le concept. C'est que si on remet les choses dans le contexte, un ampli, c'est quoi? C'est un préampli. Oui. Donc c'est quand on tourne le potard de gain, la tonne, etc. En gros, c'est ce qui fait le son, quelque part. C'est ce qui donne le caractère au son. Voilà, le caractère. Donc le préamp, c'est le caractère. D'accord. Ensuite, tu as l'ampli de puissance. Ouais. C'est encore plus que le caractère, encore plus que le terroir. C'est vraiment les balls. Ouais, c'est ça. Globalement, ça amène le volume. Ça amène le volume dans l'enceinte. D'accord. Et l'enceinte, c'est ce qui te restitue le son dans tes oreilles. Ok. Donc l'enceinte transforme l'onde électrique en vibration, en acoustique, en vibration. Et ensuite, quand tu fais une prise son, qu'est-ce que tu fais? Tu cales un micro devant l'ampli. Ouais, c'est ça. Avec les difficultés que ça implique. Ouais. Et ta prise son va dépendre de la pièce où tu fais ta prise. D'accord. Alors, en général, quand tu prends un micro dynamique, c'est quand même un peu plus facile selon la qualité de la pièce. Oui. Mais ça n'empêche pas qu'il n'a pas fait tout ça pour rien, c'est parce que finalement t'embêtes tes voisins, t'as pas forcément la caisse qui est fort, traitée, etc. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, les produits de chez TuneNotes, ils arrivent au moment de la prise de son, donc globalement, ça arrive après... Une dizaine d'années. Hein. Déjà, voilà. après le haut-parleur, du coup. Alors ça dépend, ils ont plusieurs produits justement, c'est pour ça que j'ai ramené un peu les produits que j'ai là. D'accord. Il en manque juste un, là c'est le préamp, le clean qu'ils font aussi. Ouais. Donc comme je disais, la partie préamp aussi chez TuneNotes on peut la retrouver, ils ont les préamplis, le clean, le crunch, le lead, tout ça. Ensuite, tu as l'ampli de puissance, là tu as deux manières de le simuler. Soit tu prends le torpedo qui est capable de simuler un ampli de puissance. D'accord. Soit en fait, tu gardes le préamp et l'ampli de puissance de ton ampli, donc les tubes, ce qu'on aime le plus, même s'ils sont capables de simuler tout ça, c'est quand même bien de les garder. Et c'est là qu'ils ont décidé de sortir le capteur. D'accord. Il y a 2 ans, il me semble, ou 3 ans. Donc ça va remplacer en fait ton ça baffle. Va remplacer ton baffle. D'accord. Donc c'est un 8 ohms, pareil, donc tu le mets à la place de ton baffle en 8 ohms. Ok. Et ton ampli, il envoie tout ce qu'il peut là-dedans. Donc c'est ce qu'on appelle une reactive load. Donc ton ampli, il se décharge dans ce bordel. Et ensuite, tu as un signal qui n'est pas encore traité, mais qui déjà restitue la qualité de ton ampli. D'accord. Et donc, c'est là qu'intervient en fait dans l'enregistrement dans ton DAW, c'est là où tu vas pouvoir utiliser le Wall of Sound de chez TuneNotes, par exemple. En gros, tout ce qui va simuler, voilà, ce qui va simuler en fait l'enceinte que tu as enlevé à cause de ça. D'accord. Enfin, à cause ou grâce quand même, c'est le but. C'est que t'embêtes personne grâce à ça. Ton son, il rentre dans ce bordel, ça vient pomper toute la puissance et ça te sort un signal ligne qui est du coup qui fonctionne très bien sans embêter les voisins. Et ensuite sur Wall of Sound, tu viens simuler ton enceinte et ta prise micro, ta pièce et tout le tralala. Ok. Alors si je me rappelle bien aussi de ce que j'avais lu sur le Captor, tu peux aussi le brancher entre la tête et le baffle, bénéficier d'une réduction de 20 dB automatique. C'est cette sortie-là. Et en gros, potentiellement, tu peux aussi mixer une prise micro moins ces 20 dB et une sortie ligne en même temps. Tu as un petit switch pour faire une simulation haut-parleur guitare. D'accord. Qui marche pas mal quand même. Qui marche pas mal. T'es même pas forcément obligé d'avoir le Wall of Sound dans ton DAW, tu peux quand même déjà avoir une prise. Puis ça te permet aussi potentiellement d'avoir un son témoin et en même temps de faire ta prise. Oui, pour que tu puisses écouter. Donc l'idée, c'est quand même de proposer une solution un peu couteau suisse pour les besoins du guitariste en appartement ou en maison, ou enfin voilà, tout ce qui est avec un environnement. Même les nomades. Les nomades aussi. Les mecs qui tournent aussi. L'idée, c'est une solution couteau suisse là-dessus. En fait, on sait, là, parmi vous, celui qui est en villa, dans son garage, qui peut mettre l'ampli à burne et finir sourd, là, il a déjà quitté la vidéo. C'est sûr, il est parti. Lui, il est parti, là, on l'a plus. De toute façon, il n'a pas entendu déjà de base ce qu'on disait. Mais après, il y a tout le reste. C'est-à-dire 90% des guitaristes
qui sont dans une chambre, qui ont des voisins qui appellent les flics à chaque fois que ça dépasse 2 sur l'ampli, qui en ont tout simplement marre de ne pas pouvoir exploiter l'ampli à fond. C'est ça aussi, parce que du coup, il y a sur les amplis à lampe ce qu'on appelle le sweet spot. Qui est souvent 11, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui va être, en gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme-là, c'est le point où ton ampli va donner le meilleur de lui-même en termes de volume, de gain, de grain plus que de gain. Et ça nécessite en général d'appuyer un petit peu sur le volume. Donc c'est pas forcément faisable en appart. Donc là, avec ce genre de solution, finalement, là, tu peux le retrouver. Voilà. D'accord. Et donc du coup, le Captor. Et là aujourd'hui, on a reçu le Captor X. Voilà, on a autre chose. Mais attends, on va pas le déballer tout de suite. Juste, je parle un petit peu du KBM. Je sais que t'es impatient. Dépêche-toi, parce que j'ai envie d'ouvrir la boîte. Oui, j'ai envie d'ouvrir la boîte, évidemment. Ah, bah attends, on va y arriver, hein, calmez-vous. Et avant d'arriver à tout ça, parce que moi, les produits Tunos, je les utilise depuis un moment dans les salons. Quand je présente les pédales à Nascent, je ramène souvent une tête d'ampli quand je peux. Et comme ça, on a un vrai son d'ampli et je fous ça dans un Captor et après un KBM pour aller au casque. D'accord. Donc le KBM, c'est la fin de la chaîne, c'est ce qui simule les enceintes, la prise son et la pièce. Et donc, l'équipe Tunots a dit « J'en ai marre de vous vendre 2 trucs, on en vend un seul qui fait tout. » Et on est parti pour voir ça. Ok. Bon ben voilà, quand même. Donc ils nous disent quoi? Bienvenue. Et quoi d'autre? Qu'on a des... Ah oui, alors ça c'est un truc qu'il faut savoir chez Tunots. Ils vendent le hardware et ensuite tu peux aller sur un marketplace pour acheter... ou parfois il y en a aussi des cadeaux, ils font des petites opérations où ils t'envoient des trucs cadeaux. Tu peux commander des simulations d'enceintes de tout genre. Alors on a 3 caps virtuels et 30 presets en plus juste en enregistrant le produit. C'est ça. Donc avec le QR code qui est ici, que je vous montre. Le QR code qui se trouve ici. On n'a pas touché, on découvre avec vous là. Alors, votre son au juste volume. Donc oui, ça c'est une feature qui est vraiment intéressante. C'est que tu as un petit switch 3 positions. D'accord. Qui te permet d'avoir juste casque, petit volume de chambre et volume de scène. Ok. Donc ça c'est en mode atténuateur de puissance. C'est super malin. En gros, tu as un truc 0 dB, moins 20 ou moins 38 dB. Ça, je l'avais lu sur le site juste avant quand même, histoire de me chauffer, d'avoir envie d'y toucher. Ensuite, tu peux partir en stéréo. Ça, c'est vraiment sympa. Donc tu rentres ton ampli dans le Captor X et tu as 2 sorties XLR qui partent dans la carte son. Donc ça, c'est ce qu'on va tester. Parce que là, on a la carte son, tout le système. On va y aller. Et on peut connecter ça à une tablette, à un téléphone et à une application. D'accord. Donc globalement, on peut avoir notre appli en temps réel pour gérer le Captor X sur le téléphone ou la tablette. Normalement, c'est ce qui est dit. Cool. Allez, c'est parti, on déballe. Donc ça. T'as failli avoir 1000 là au passage. Non, je la laisse pas. Hop. Et voilà la belle bestiole. Donc c'est le Captor en blanc. C'est beau, ouais, ça ressemble à moi ça me fait penser à un Stormtrooper. Ouais, c'est un Stormtrooper. Ouais, c'est trop bien. Je valide déjà. Donc design Stormtrooper. Il y a des entrées, des sorties de partout, n'ayez pas peur. Donc ça c'est le fameux switch dont je te parlais. Quand tu es en haut, ça envoie 0 dB d'atténuation, moins 20 et moins 38. D'accord. Tu as plein de contrôles en façade, genre voilà, le volume de sortie évidemment. Le voicing c'est une sorte de tonalité. Le space, c'est pour la reverb qui est intégrée. Ils ont travaillé sur une reverb en stéréo. Alors reverb ou vraiment l'impression de dimension de pièce plus grande? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. D'accord, ok. On va voir, de toute façon on va tester. Donc, parce qu'on rigole pas ici, on a tout branché. On n'était pas obligé de mettre tout ça, mais on a tout mis. On a tout fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis du 12 volts de pédale, c'est-à-dire centré négatif. D'accord. 200 mA. Donc j'ai pu brancher ça sur mon alim. D'accord. J'ai pas à mettre une alim spécifique avec un bloc spécifique, machin. Ok. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? On a l'entrée qui vient donc de l'ampli. Là, je suis en sortie de l'ampli de puissance. D'accord. Donc là, le transfo de sortie de mon ampli il vient bastonner le Captor X. Important. Le petit switch, là, je l'ai mis tout en bas. Ça veut dire qu'on n'entend pas le haut-parleur. Après, on va jouer avec. D'accord. Là, j'ai ma sortie qui va vers le HP, vers le câble. Et là, j'ai 2 sorties XLR qui vont vers la carte son. D'accord. Voilà. Donc là, on est tout câblé. On peut aller dans le speaker, on peut aller dans nos enceintes de monitoring, on peut aller partout. Et l'USB, du coup. Et l'USB pour brancher l'ordi, on y vient après ça. Et en façade, on a plein de réglages, on va jouer avec. Alors, on va commencer donc avec les prises donc du Captor X. Ok. C'est parti.
Ça c'est cool, t'as un bon niveau. Donc là, voilà, on a fait le tour rapidement en façade. Ouais. Ils ont mis 6 presets et quelques réglages. La reverb est cool, le voicing est pratique. Ouais. Après, on sait que sur le logiciel, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Juste à titre de comparaison, on a laissé le haut-parleur avec le micro. On va écouter ce que ça donne en comparaison. Ce qui est bien, c'est que tu peux, là tu vois, on l'a laissé à burn, ouais. Tu peux le mettre un peu plus léger. Et du coup, ça devient intéressant parce que tu peux mixer les sources. Du coup, quand tu es sur la position milieu du volume, tu as ton ampli qui est exploitable. Tu as les sorties XLR qui sont exploitables, donc tu as tout qui est exploitable en même temps. Ouais, carrément. Voilà. Donc pour les réglages en façade, bon, c'est un peu sommaire, mais ça suffit. Tu as aussi une prise casque. Donc je pense que les réglages en façade, ça peut être pas mal pour une première prise en main. C'est ça. Sans, voilà, pour découvrir l'appareil avant de se lancer avec le software, du coup. C'est ça. Ça peut te permettre déjà de comprendre ça fait déjà l'affaire, quoi. Ouais, carrément. Ça fait déjà l'affaire, franchement. Alors, on va prendre l'ordi et on va tester le software. Puis accessoirement, je pense que sur scène, ça doit être aussi beaucoup plus pratique. Potentiellement de bouger 3 potards pour toi ou pour ton sondier plutôt que d'avoir le Mac qui tourne derrière, surtout, même si bon, ça se fait aussi. J'imagine qu'ils ont dû faire en sorte que les presets, tu puisses les configurer et les laisser. Ouais, effectivement. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que c'est prévu, quoi. Alors, on se connecte. Donc, il faut installer le Torpedo Remote. Tac. On rentre toutes ces cochonneries. Donc, ça prend 2 secondes à s'inscrire. Il faut, quand on le branche la première fois, faire les mises à jour. Ouais. Voilà. Donc là, normalement, si tu joues, je crois que je peux changer de preset. Ok. Faut en trouver un qui nous plaît de base. Et après, on va aller le modifier tranquillement. Ouais, ok, déjà. Alors, pas celui-là. Allez, on continue à chercher. Vas-y. C'est un peu bassi, mais ouais. Alors, on va le toucher. Alors, là, ce qui est bien, c'est que tu as l'EQ. Tu peux faire ce que tu veux avec. Vas-y, on va tester ça. Tu me dis, tu veux plus de médium, moins de basse? Ouais, un petit peu. Vas-y.
je te l'ai fait ultra serré, ultra gaieté. Tu peux rajouter un peu de body pour voir ce que ça donne? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. T'as un bon son, là. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, on est sur la télé, avec le Cool Amplification Blue Sky, et une pédale MXR simulation 5150. Ouais, c'est ça, la VH 5150. Donc là, tu veux qu'on recompare avec l'ampli pour voir où on en est? On peut faire ça. Finalement, en fait, c'est pas que tu essaies de retrouver la même chose, mais tu trouves quelque chose de nouveau. À droite, là, tu as trouvé un truc un peu différent et ça le fait carrément pour la prise, quoi. Ça le fait vraiment bien. Hein. Ouais, plutôt cool. On peut jouer sur les câbles. D'accord. Donc. Tu peux mettre un V30, voir ce que ça. Bah, regarde. Un 12. Alors, faut choisir la marque. Orange PPC. Vintage 30. Ah, t'as eu quoi? Ouais, le orange PPC 112 Vintage 30. Alors, lui, on l'a pas. Il nous dit qu'en gros, là, on peut l'essayer gratuitement et après, il faudra l'acheter. Ok. Couleur du orange, en fait. On a un truc bien quand même. Ouais, c'est carrément cool. Alors, je crois que tu peux t'amuser à déplacer le micro. Viens, on va faire ça. Ah oui, alors comme on est en mode d'essai, il nous met des petits silences. Je repasse sur l'ampli. Vas-y. C'est bien l'affaire. Hein. Ça fait bien le job quand même. Hein. Ouais. C'est très très bien. Alors, pour l'instant, bon, on n'a pas trouvé exactement les réglages qui vont bien. Oui, c'est ça, c'est de la découverte. Pile poil, on découvre avec vous. Hein. Première fois qu'on prend le logiciel en main. C'est ça. Finalement, la prise en main est quand même assez intuitive. C'est hyper intuitif, hein, c'est en 2 secondes. Franchement, alors il y a plein d'options. Je suis pas allé là-dedans, mais il y a IR Loader parce que j'avais lu aussi que tu pouvais charger les Impulse Response. Ouais. Donc Impulse Response, c'est qu'apparemment tu peux choisir des haut-parleurs et des prises micro qui ont été faites par certaines personnes dans les studios. Ok, ouais. Et donc tu as plein de gens qui vendent ça aujourd'hui sur Internet. Cabinet Manager, à mon avis, c'est si tu achètes des câbles et tout, tu peux aller les loader là-dedans. Et tu as des presets, donc c'est ce qu'on disait. Pour charger tes 6 presets, ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Tu peux jouer sur l'EQ, l'enhancer, donc ça me fait penser un peu au fameux enhancer, là, le Sonic Maximizer, Sonic Stomp. Ouais. C'est un peu cette idée-là. T'as le body, le thickness, enfin voilà. T'as tout ça. Et après la reverb, bon, moi je suis pas fan des reverbs en simulation. Ouais. Parce qu'à chaque fois ça en met trop pour un peu maquiller le truc. Mais on peut l'essayer si tu veux. On va l'essayer, ouais. Allez.
je suis parti là. Il m'a perdu. Vas-y, on a quoi là? Alors, bon. Peut-être un poil moins convaincu sur la réverb, en 3 secondes comme ça. Ouais, en Après, 3 secondes, il faut aller un peu plus dans le détail. Ouais, je pense qu'il faut aller dans le détail. Mais en tout cas, la prise en main, elle est super simple. Ouais. T'arrives rapidement à trouver quelque chose de cohérent comme son. Je pense que ça demande aussi de travailler beaucoup. Pour les, entre guillemets, les débutants de la prise de son, ça permet aussi de se rendre compte de principes physiques très simples, de comment tu places ton micro face à ta gamelle, t'as pas le même son. C'est clair. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches. Ça permet aussi d'entendre les différences entre les micros, parce que j'ai vu là, on avait un combo entre un SM57 et un Beyer Dynamic à 421. Ça permet de voir aussi, voilà, de voir aussi quel grain de micro, ce qu'on aime, dans quel style de musique. Enfin, c'est assez intuitif et à la limite, ça fait aussi un peu de pédago derrière. Donc c'est carrément cool. Moi, franchement, je suis hyper convaincu et je trouve ça vraiment chouette. Enfin, là, l'idée de se dire, tu peux obtenir le meilleur de ton ampli, tu peux faire ta prise de son proprement, tu peux retravailler ta prise autant de fois que tu veux. Oui, parce que tu as une sortie dry. Hein. Si tu as peur de ton réglage, tu peux sortir en dry en plus du wet et faire ton histoire, quoi. C'est super. Donc du coup, ça peut aussi te servir pour réamper si tu as cette sortie dry. Tu peux retravailler tes prises. Tu as toutes ces fonctionnalités-là. Et après, tu peux te faire plaisir avec des centaines de cabs, de configurations, d'IR, etc. Donc franchement, validé totalement. C'est, à mon sens, c'est pas étonnant que ça ait connu un tel succès à sa sortie parce que c'est vraiment. J'ai l'impression que Guillaume et son équipe, à chaque sortie de produit, c'est tout le temps un pas de plus. Ça s'enflamme à chaque fois. Ça s'améliore. En fait, ils ont quand même commencé avec des gros systèmes studio. Bien sûr. Et c'était pas forcément la cible en fait. Et là, ça l'a porté vraiment de tout le monde en fait. C'est ça qui est cool. Et ça va te permettre de t'initier. Et puis tu vas pouvoir faire de la musique tout seul dans ton coin. Je trouve que comparé au Captor, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un pas supplémentaire. C'est un pas supplémentaire, ouais, effectivement. Moi, j'avais beaucoup aimé le Captor, mais là, je trouve que le Captor X, il est vraiment. Le Captor, moi, j'utilisais uniquement en loadbox. Ouais. L'atténuation, j'étais pas convaincu. 20, pour moi, c'était pas assez. J'avais eu le même problème avec la 5150. C'est ça. C'est que c'était pas assez. Là. Non, mais t'avais aussi le loadbox à moins 38. Ouais. Mais le moins 20, il sonnait pas pareil. Enfin, là, le fait d'avoir toute la simulation qui est intégrée et tout, je trouve que c'est pratique. C'est génial. Ça n'a rien à voir. Ok, donc, tant qu'à faire, on n'a qu'à continuer avec l'invité mystère. Allez. On est de retour avec une belle surprise, comme promis. Surprise de taille. Voilà. Guillaume Pile, le patron de TuneNotes. Salut les gars. Guillaume, bienvenue sur Palf. Guillaume nous a fait le plaisir de nous accorder quelques instants histoire qu'on discute un petit peu théorie en fait de la prise de son et des différences fondamentales entre une prise micro et ce qu'on peut faire avec un joujou de chez TuneNotes. On te laisse attaquer, Guillaume, du coup. Présente-nous le système. Voilà. Oui, bon. Donc normalement vous avez déjà fait l'unboxing, donc vous avez déjà présenté le Captor X et les gens sont au courant du concept. Pour le rappeler en 2 mots, la spécialité de TuneNotes, c'est de développer des solutions pour la prise de son, des amplis et des guitares et basses, et principalement des sortes de sourdines. Donc voilà, donc nous on s'attaque au problème du bruit avec les amplis à lampe. On a tous envie de jouer à fond notre ampli à lampe, seulement on ne peut pas toujours le faire. Moi j'adore les amplis 100 watts, je trouve que c'est difficile de faire la même chose avec un 100 et un 20 et un 15, donc moi j'aime bien les amplis 100 watts, j'aime bien le headroom, donc les jouer au volume où il faut, c'est très compliqué. Et donc j'ai développé toute une gamme de produits qui permettent de faire ça, jouer l'ampli au volume nécessaire, se débarrasser de l'enceinte ou l'atténuer, et faire la prise de son dans la boîte avec des algorithmes numériques qui vont reproduire ce qui se passe dans l'enceinte quand on la reprend par un micro dans une acoustique donnée. Donc dans tous les torpédos numériques, il y a l'équivalent d'un petit studio avec un grand choix d'enceintes, un grand choix de micros, la possibilité de placer le micro dans l'espace et une acoustique qu'on peut moduler. Et dans Captor X, on a pas mal de nouvelles reverbs stéréo. On peut soit faire des reverbs type room. Tu l'as présenté, ouais.
On a joué avec la reverb, ouais. On a pu différents types de reverb, la cathédrale et tout. C'était, ça partait, c'était bien. Voilà. On a pu tester des pièces. La nouveauté, c'est qu'on a effectivement ces pièces qui sont maintenant stéréo, mais on a aussi des reverbs plus traditionnels type plate ou spring, donc reverb à ressort ou reverb à plaque. Plus à utiliser comme un effet que comme une acoustique réaliste. Voilà. Donc on offre ces deux possibilités-là. Et comme on a voulu travailler le son au casque en particulier, donc le plaisir de jouer au casque, ce qui est toujours un peu difficile pour nos utilisateurs, pour tout le monde en fait. Moi-même, je ne suis pas un grand fan du jeu au casque, mais pour jouer au casque, on a justement travaillé des effets stéréo, donc il y a cette reverb. Il y a aussi le Twin Tracker qui donne l'illusion de jouer avec un deuxième guitariste. On est chacun de notre côté de l'espace stéréo. C'est super en live. Quand on est seul sur scène, ça permet de grossir le son de guitare. C'est super seul à la maison, parce que c'est quand même moins raide que de jouer avec le son là droit entre les deux yeux. Et ça peut être utilisé en studio, même si on ne le recommande pas trop. C'est vraiment plus pour du jeu en direct. Mais du coup, le Twin Tracker, c'est quoi? T'as vraiment une double piste qui est répétée avec un décalage, ou tu simules les notes? Non. Alors les notes, c'est... En fait, l'idée, c'est de créer du chaos à partir de ce que toi, t'as joué. Donc pour créer du chaos, on a quelques paramètres, on a le timing et la hauteur de note, et donc on joue avec ces choses-là pour donner la sensation qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue avec toi, et le réglage qu'on offre, c'est moins bourré, plus bourré. Je me mets au niveau de notre ami Gaël. Donc tout à droite, c'est fin de répète. C'est de la synthèse sonore, hein. C'est donc de la synthèse sonore, c'est pas juste... c'est pas le copier-coller, quoi. Tu synthèses les notes, tu fais... Enfin, on utilise ce qui est joué pour recréer quelque chose. Voilà. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc on rejoue pas complètement le truc. Ouais. Ouais, c'est un peu le principe du doublage de pistes pour grossir le son, c'est les petites imperfections entre les deux qui vont faire que tu vas grossir un peu l'ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. À cette différence que là, pour le coup, sur celui-là, si tu mets les deux pistes l'une sur l'autre, ça peut phaser un peu, c'est pas vraiment fait pour ça, c'est vraiment pour créer l'illusion, plutôt sur scène ou au casque, et ça marche très bien, les gens l'aiment beaucoup, donc voilà, je suis content. Donc dans cette boîte, il y a tout ça. Donc il y a la prise de son, il y a quelques effets stéréo, et je dirais c'est utile pour tous les gens qui, comme moi, comme beaucoup de monde, peuvent pas pousser leur 100 watts à bloc à la maison. Enfin, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire ça, qui voudraient s'enregistrer, faire leur album. Je pense qu'en termes de réalisme et de qualité de son, on est au niveau de ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle du définitif, enregistrer sa piste, la mettre dessus et envoyer l'album, quoi. Donc on se met en concurrence effectivement pour boucler sur le thème de la discussion. On se met en concurrence avec la prise de son traditionnelle, qui est certes un micro, mais c'est pas que ça. Parce que quand tu fais une prise d'ampli, il te faut une enceinte particulière. Donc nous, ça commence avec le choix de l'enceinte. Ensuite, tu as le choix du micro. Donc oui, il y a souvent un SM57 sur nos enceintes, mais pas que ça. On a plus d'une centaine de micros différents. Ça dépend de l'enceinte, comment elle a été capturée, soit par nous, soit par des capture masters ou des marques. Par exemple, Celestion fait des enceintes pour nous, Orange, on en a plein, Mesa Boogie. Donc ces gens-là ils peuvent choisir les micros qu'ils aiment et donc mettre ces micros-là. Face à une prise micro traditionnelle type SM57, tu vas avoir certes le choix de l'enceinte, le placement de ce micro devant l'enceinte, plus ou moins loin, plus ou moins dans l'axe, et ton acoustique. Alors je dirais l'acoustique, si tu colles le micro à la grille, que tu es vraiment à la membrane, l'effet de l'acoustique de la pièce s'entend pas tellement, il s'entend quand même un peu, mais il s'entend pas énormément. Mais très vite, dès que tu t'éloignes un tout petit peu, tu as les ondes réfléchies qui reviennent, qui sont captées par le micro. Et c'est difficile de s'en débarrasser, même, on aimerait bien des fois. Et donc, notre acoustique, celle qui a servi pour faire les enceintes to notes, ou celle de nos studios, des studios partenaires, elle est forcément différente de celle de ta pièce. Donc ça aussi, ça va influencer le son. Le dernier truc qui va influencer le son, c'est le préampli micro. Donc le micro, il faut le brancher dans quelque chose, on ne le voit pas dans la carte son en direct, donc il y a un préampli micro qui peut avoir une couleur particulière. Donc là aussi, chez nous, il y a un peu de tout. Les enceintes Two Notes faites par nous, c'est souvent fait avec du préampli à transformateur assez haut de gamme et assez transparent sur toute la bande audio. Mais il y a des gens qui préfèrent des transfos qui tordent ou qui préfèrent des circuits à transistors qui tordent. Donc dans notre bibliothèque, il y a aussi des préamplis qui sont plus colorés. Donc, pour terminer sur cette partie comparaison,
Quand tu compares ton SM57 à un Captor X, tu compares tous ces trucs-là sans le savoir. Toi, tu as l'impression d'avoir choisi juste le SM57, puis d'avoir choisi... Non, ça, on en est conscient. Hein. Voilà. On en est conscient, mais c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde, et c'est bien de le rappeler. La prise son, c'est tout un ensemble. Moi, je préfère des pièces pas trop réverbérantes, sinon c'est difficile de contrôler les ondes. Il vaut mieux se rajouter sa réverb soi-même. C'est clair. C'est le but. C'est un peu l'idée. C'est aussi ce qu'on propose dans notre système, où tu vas pouvoir mettre un peu la pièce que tu veux. Peu de gens le savent, mais en fait, les réponses impulsionnelles, donc la technologie qu'on utilise, même si nous on l'a un peu triturée, mais bon, celle qu'utilisent la plupart des gens, qu'ils appellent les IR, en fait la longueur de l'IR va déterminer aussi la quantité de reverb que tu vas avoir dans le son. Et donc, plus c'est court, moins tu vas avoir de reverb. Alors ça a une autre influence, c'est que ça dégomme aussi les basses fréquences, donc si tu coupes trop court, tu vas enlever pas mal de graves, mais je dirais et de précision dans les graves, mais en les gardant à partir de 20 millisecondes, c'est ce qu'on a nous en standard, et on va jusqu'à 200 avec le Captor X. À 20 millisecondes, tu as très peu t'as les premières réflexions, mais tu n'as pas de reverb à proprement parler. Pour vraiment entendre la reverb de la pièce, il faut 500 et plus pour avoir vraiment de la reverb. C'est important, et bravo d'y être arrivé, parce que moi j'avais testé les Neural DSP, tu sais, avec archétype Pliny. Ouais. J'avais bien aimé le truc, dès que tu branches, ça fait waouh. Et après tu dis, vas-y, mets-moi un clean sans reverb, s'il te plaît. Et là, dès que tu enlèves la reverb, ça n'a plus rien à voir en fait. Dans les réponses impulsionnelles, souvent c'est blindé de reverb, et t'arrives pas à retrouver un clean un peu dry, quoi. Et c'est ça qui manque en fait. Moi je préfère partir d'un truc un peu sec et puis le mouiller plus tard. C'est ça. Parce que ça c'est facile, alors qu'enlever de la reverb, moi je sais pas faire. C'est galère, hein. Moi non plus, et dans la plupart des plugins, ils blindent de reverb, et bon courage pour la virer. Mais ça c'est le plus vieux truc. Si t'as deux trucs en matos guitare. Hein. Le premier truc, c'est si tu veux que ton truc sonne mieux que celui d'à côté, tu le mets plus fort. Ça c'est la règle numéro 1 du vendeur de magasin. Tu mets plus fort le truc que tu veux vendre. Tiens, regarde, ça sonne. Voilà. Et règle numéro 2, tu noies sous des tonnes de maquillage tes sons pour donner l'impression qu'ils sont plus gros. Donc la reverb, c'est la plus vieille astuce du monde. Et souvent les presets, alors nous on essaie de pas trop faire ça, mais bon. Les gens ils aiment bien quoi. Alors quand tu fais de la prise de son, le premier truc que tu fais c'est de tout virer hein. Et souvent sur les trucs à modélisation t'as plein de reverb, plein de delay, dans tous les sens, des phaseurs, des chorus, des machins pour grossir. Sauf qu'en fait mais c'est toujours pareil, t'as ce que veulent les guitaristes qui est plutôt ça, c'est-à-dire un truc c'est super, c'est Van Halen. Et puis après t'as l'ingé son qui lui veut plutôt un truc un peu brut de fonderie pour le travailler comme il aime quoi. On l'a vu, hein, tu verras le preset 6 du Captor X, le preset de base, t'étais sur du Van Halen avec le flange et tout à fond. On a rigolé quand on a mis ça. On s'est dit, bon bah tiens, il y a au moins un guitariste glam qui va se faire plaisir. C'est le but. Hein. J'ai fait le guitariste glam à ce moment-là. Il fallait un preset, tu vois, un peu chargé, donc je sais plus ce qu'il y a comme reverb, peut-être la cathédrale ou je sais pas. Ouais. J'imagine que ça permet aussi de montrer l'étendue des possibilités potentielles de la bécane aussi. Montrer qu'elle encaisse absolument tout ça et puis que ça, enfin voilà, t'as un truc quand même qui est pas forcément à ton goût, mais en tout cas qui est jouable, qui est utilisable quoi. Ouais. Oui. D'ailleurs, tu peux nous confirmer, est-ce que quand tu vas sur le logiciel, tu peux charger les presets avec des nouveaux réglages ? Bien sûr. En fait, t'en as 6 en direct sur l'interface, mais après t'en as 128 ou 100, je sais plus. Ouais, mais est-ce que les 6 en façade, après tu peux les changer modifier ? Ouais. En fait, quand tu vas dans le preset manager, t'as les 6 premiers slots, t'as 128 slots, je crois. Suffit de déplacer, sans glisser-déposer, t'écrases ce duo avec ce que tu veux et c'est facile. D'accord. Ça c'est top parce que... Du coup, la possibilité de changer ton preset, par exemple, en concert, en répète ou en studio facilement, sans avoir passé par le software, quoi. Ouais. Oui, l'idée c'est que, en gros, si tu te prépares pour faire... tu fais une résidence, ou tu te prépares pour une tournée, ou pour enregistrer ton disque, ou peu importe, l'idée c'est que tu as tes 6 presets dans lesquels tu mets ce que tu veux. Nous, on fait une proposition qui est une démo, hein, donc il y a un truc très dry, un truc réverbéré à mort, un truc avec du twin tracker, donc c'est plus effectivement une démo, mais après l'idée c'est, c'est compliqué quand tu fais juste la partie prise de son, de trouver des presets qui vont marcher quel que soit l'ampli que tu lui jettes, quoi. Bah non, ça dépend. Voilà, de la même manière que tous les amplis marchent pas avec toutes les enceintes, t'as des fois des combinaisons où les amplis, c'est pas pour rien que les fabricants d'amplis en général quand ils vendent une tête ils vendent l'enceinte qui va avec, parce qu'en fait quand ils ont développé l'ampli ils l'ont développé pour sonner bien sur un modèle d'enceinte, donc
Là, si je te mets je vais prendre un cas caricatural, mais je crois pas qu'il y ait de preset basse sur les 6 premiers, mais imagine, tu prends une enceinte 410 Artkey et que tu mets ton ampli métal là-dedans, je te garantis que ça va pas sonner bien, il n'y a rien à sauver, hein, c'est loupé quoi. Donc là, il faut quand même penser que il y a des têtes d'ampli qui s'accordent bien avec certaines enceintes. Par exemple, tu as un petit Blues Deluxe, ton petit ampli machin combo, c'est bien de lui mettre un petit indice, joli Jensen ou un truc comme ça, parce qu'on sait que c'est des amplis qui ont été développés pour ce type, ou JBL, c'est des amplis qui ont été développés pour ce type de HP. Tu prends une tête moderne, Mesa ou machin, tu sais que si tu as une enceinte en V30, t'es à peu près dans le, tu vois, t'es à peu près dans le cahier des charges. Dans les clous quoi. Et si tu fais des mélanges exotiques, faut savoir ce que tu es en train de faire, quoi. Sinon, ça va sonner un peu bizarre. Mais bon, encore une fois, c'est une question de goût. Là, on est resté sur du très très standard. Hein. On a du Vintage 30 avec du SM57. Et la tête d'ampli qu'on a utilisée, c'est un truc, on va dire, un peu Fender, donc c'était un peu atypique. Mais c'est pas une marque, c'est une marque que tu connais peut-être pas, c'est des Hollandais qui s'appellent Cool Amplification. T'as jamais entendu parler d'eux, je pense. Mais c'est cool un super sympa. Cool comme dans Cool. Cool and the Gang, ouais. Ah, avec un K. Okay. Ouais, avec un K, ouais. Ouais, mais tu verras, ça sonne un peu. Donc vous avez mis Junior. C'est un blues junior. Ouais, c'est un peu blues junior ou un peu. Et vous avez mis des V30 là-dessus. Parce que pourquoi pas, quoi. Parce qu'il fallait des médiums. Parce que le monsieur, il a creusé un V, quoi. Ah oui, c'est ça. Des médiums sur des V30, ouais, ok. Non, de toute façon, qu'on soit d'accord. Moi, tu me donnes à peu près n'importe quel micro, n'importe quelle enceinte, et tu me laisses un peu de temps, et une EQ, éventuellement pour sauver les meubles, je te sors un son potable avec n'importe quoi, tu vois. Je pense que moi, tu vois, j'ai beaucoup de clients, tu vois, des mecs du métal qui me font, tu sais, depuis que j'ai un Torpedo, en fait, je joue sur un 1.12 avec un micro statique Neumann, quoi. Le truc que personne n'aurait. Enfin, t'as pas un mec qui fait du métal qui va acheter un 1.12 et un Neumann pour faire ses prises, tu vois. Sauf que pour du live, c'était ça qui marchait, quoi. Pour du Doom en plus, c'est ça qui marchait. La règle, enfin, le truc, c'est que dès que t'as une grosse librairie comme ça à disposition avec plein d'enceintes et plein de micros, faut faire des essais. Il faut pas s'arrêter, je pense, à la caricature. Donc je me moque gentiment du choix de V30 parce que c'est pas forcément vers ça que j'irais instinctivement. Mais un 412 V30 avec un Fender, bien sûr, on peut faire un truc, quoi. Ça le fait. Hein. Bah oui, carrément. Surtout un truc qu'on a oublié de dire mais qui est important. T'as été un des premiers, je sais pas si t'as été le premier à faire de l'impulse response, tout ça, mais en tout cas dans les premiers. Ah non, j'étais le premier. Alors, pour la guitare, j'ai été le premier. Il y a eu avant, premier, c'est bien ça. Avant nous, il y a eu des choses qui ont existé en termes de reverb. Donc il y avait Sony avait sorti une reverb où il fallait charger les trucs sur un CD. Enfin bon, c'était une horreur. Donc il y avait déjà des essais dans la reverb. Il y avait déjà des plugins. Quand j'ai vraiment démarré, genre 2005, il n'y avait pas vraiment de plugin guitare. Il y avait des trucs qui tournaient, des bidouilles. Des choses en ligne de commande, tu vois, c'était super user-friendly. Et en tout cas, avant le Torpedo VB101, il n'y avait pas de loadbox numérique, ça n'existait pas. Donc ça, c'est mon concept. Et avant le Torpedo Cab, il n'y avait pas de produit dédié format pédale pour faire juste la simulation de HP. C'est bien ce que je me disais, parce que souvent il y a l'amalgame. J'ai vu même sur le site avant de faire la vidéo, tu as mis la citation, je crois, de Guitar World ou de quelqu'un qui a dit ça tue le Aux. Et souvent il y a cet amalgame, on croit que le Aux est arrivé avant parce que c'est la grosse marque américaine et du coup les petits Français doivent s'écraser, mais c'est bien de le répéter en vidéo que Tunos quand même a inventé le concept. Et oui, alors Lox utilise une autre techno, hein. Ils sont pas en convolution, enfin ils sont pas avec des réponses impulsionnelles comme nous, mais oui, Lox a sérieusement pioché dans le Torpedo Studio pour beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ils sont fait plaisir. Même si la techno n'est pas la même, le concept a été pensé en premier en France. Ça. Et ça, c'est important, faut le dire. C'est vrai. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps. Pour ton temps. Un dimanche après-midi. En plus. Ouais. Après un barbecue ou un anniversaire ou je sais pas quoi. Non, j'ai emmené mon môme à un anniversaire et là, j'ai la piscine qui me regarde. Là. Donc, je pense que je vais aller la voir, elle m'appelle.
Bah nous, Ta piscine, tu y vas avec ta Lamborghini, du coup, comment ça se passe? Non, 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 parce qu'il fait un peu chaud, elle surchauffe, donc je la laisse un peu, je la sors que le soir. Non, tu sais, c'est fragile un peu, c'est mécanique, c'est pas une Clio, enfin tu peux pas savoir bien sûr. Mais... C'est un coup à brûler les saucisses. C'est un coup à brûler les saucisses le soir et tout, ça le fait pas. Merci encore pour ton temps, Guillaume. Merci les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. C'était une première approche du Captor X de TuneNote. On n'a pas la prétention de maîtriser le système, ni de connaître toutes les features qui sont disponibles. Mais c'était une bonne approche dans tous les cas, c'était assez facile à prendre en main. Si vous utilisez les produits TuneNote vous-même, dites-le nous en commentaire, montrez-nous ce que vous faites avec et où vont vos préférences. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Hein ? À la semaine prochaine.